Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes urbaines de différents pays. Ce soir, je vais vous raconter 3 légendes urbaines sur la Russie. En effet, la Russie regorge de légendes terrifiantes et intrigantes. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept vidéo différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont, j'attends vos retours en commentaire. Petit disclaimer, vous m'excuserez pour mon accent et pour ma voix cette semaine car je suis malade, mais je tenais quand même à vous partager ces légendes. On commence donc par la première. Kikimora et Domovoy. Si la christianisation a fait rapidement disparaître les grandes divinités, il n'en est pas de même des esprits qui avaient coutume de vivre au voisinage des hommes. Jusqu'à notre époque, les Slaves, devenus chrétiens, ont conservé beaucoup d'anciennes croyances. Domovoy, dérivé du mot dom, maison, est une divinité ou un esprit de la maison. Par superstition, le paysan slave évitait de prononcer son nom. Les uns l'appelaient grand-père, et les autres le surnommaient maître de la maison, voire simplement lui. Il peut être bienveillant ou hostile aux habitants de la maison. Les relations des hommes avec le domovoy nécessitaient plusieurs rites qui permettaient d'assurer sa bienveillance. Actif la nuit, il doit être traité avec respect par la famille, qui évite de dormir sur son lieu de passage et laisse dehors pour lui chaque soir des réserves de sa nourriture préférée. Si la famille n'accomplit pas ces rites, le domovoy aura tendance à mal se comporter, brisant la vaisselle ou harcelant les animaux. Le plus souvent invisible, on le représente aussi comme un vieil homme à barbe grise. La prospérité du foyer dépendait de son bonheur, et lorsque les choses allaient mal, il fallait faire encore plus d'efforts pour lui plaire. Je vous mettrai une image de Domovoy au montage. Kikimora est un des rares esprits féminins domestiques. Kikimora, dans certaines régions, passe pour l'épouse du domovoy. Les nombreux mythes, contes et légendes consacrés à la Kikomora n'en donnent pas une image précise. Tantôt elle a pour mission exclusive de s'occuper de la volaille, tantôt elle participe à tous les travaux du ménage. Il existe aussi une Kikomora des marais qui cherche à entraîner le voyageur solitaire. Je vous mettrai également une image de la Kikomora. Baba Yaga. La Baba Yaga est probablement la sorcière la plus connue du folklore russe. Elle vit dans une hutte, montée sur des pattes de poule, et se déplace à bord d'un mortier qu'elle fait avancer avec un pilon. Baba Yaga est une figure marquante de la mythologie slave. La Baba Yaga est la figure féminine surnaturelle la plus fréquente des contes slaves. Elle n'existe nulle part ailleurs, ni dans la littérature, ni dans le reste du folklore. Les folkloristes ont donné diverses interprétations, depuis la divinité chasseresse jusqu'à la simple sorcière, en passant par le chef travesti du rite d'initiation des sociétés primitives, comme le veut Vladimir Prop. Bien que toujours vieille, elle revêt des aspects différents. Elle a une fonction double, étant à la fois l'adversaire du héros et la principale donatrice. Étymologie. La langue russe ne possédant pas d'article devant un nom commun ou un adjectif, il est difficile de définir s'il s'agit d'un seul personnage, nommé Baba Yaga, ou d'un type de personnage, la Baba Yaga. Il y a parfois dans le même conte plusieurs Baba Yaga, 3 en général, dénommées la première, la deuxième, la troisième, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un type de personnage, comme on dirait une fée. Par ailleurs, les deux termes ne sont pas toujours accolés. On peut trouver simplement la Baba, signifiant la femme du peuple, ou la Yaga, qui peut être alors qualifiée de brune, de vieille. Lise Gruel-Apert insiste sur le fait que ces deux mots associés ne sont pas un prénom suivi d'un nom. Le premier terme, Baba, est le diminutif enfantin de babouchka, qui signifie grand-mère. Dans le langage paysan, il est l'équivalent féminin de moujik. On dit moujik d'Ababa, l'homme et sa femme. Babitsia veut dire passer du temps avec une femme.
Donc, Baba est la femme âgée, la mère, ou plutôt la grand-mère, au sens où l'on dit la mère Michel. Mot à distinguer de Deva, Devka, la jeune fille ou la jeune femme, qui se prononce Dievotchka en russe. Ce sens explique pourquoi le personnage est aussi universel dans le conte slave. Dans la description du personnage, il est souvent question de ses mamelles. Sa sexualité est envisagée seulement du côté maternité. Elle a souvent des filles, rarement un fils. La majuscule n'est pas nécessaire. Yaga est un nom propre à l'étymologie incertaine, mais se retrouvant dans toutes les langues slaves. Alexandre Afanassiev indique que le terme pourrait être apparenté au sanskrit, signifiant serpent. Ce serait donc la femme serpent, ce qui expliquerait sa jambe unique. Les différentes facettes du personnage. Ravisseuse. Filant dans son mortier, effaçant les traces de son balai, elle survient brusquement, ravit un petit garçon et l'entraîne chez elle pour le faire rôtir. Mais la menace ne se réalise jamais. Ou bien le garçon, plus rarement la fillette, trouve le moyen de s'échapper, ou bien la Baba Yaga laisse le soin de l'enfourner à sa fille. Elle était entre-temps repartie se mettre en chasse. La Baba Yaga est donc décrite comme une chasseresse qui se précipite sur sa proie. Le cannibalisme latent, puisqu'annoncé mais jamais réalisé, ne fait pas de doute. Le four est l'élément principal de l'habitation du personnage. Combattante. Dans le conte La Baba Yaga et le Petit Bout, la Baba Yaga a voulu tuer le héros Petit Bout et ses 40 frères, mais elle a par méprise tué ses 41 filles. Furieuse, elle se fait apporter son bouclier de feu, et galopant sur les traces des vaillants gaillards, elle se met à projeter des flammes de tous côtés. La Baba Yaga les brûle et les arrose de flammes. Il y a là une nette opposition de traitement entre garçons et filles. La Baba Yaga défend ses filles. Elle est à cheval et elle projette des flammes avec son bouclier. L'environnement est un lac. De même, dans le conte Ivan Tsarevitch et le blanc guerrier de la plaine, le blanc guerrier de la plaine combat depuis 30 ans avec la Baba Yaga à la jambe d'or, sans jamais descendre de cheval. La Baba Yaga est à la tête de troupes et a tout d'une Amazone. Il n'y a pas de cannibalisme. Dans le conte Ivashko Ourso, l'action se passe dans l'isba de la forêt, vide. La Baba Yaga n'y habite pas, elle vit sous terre. Mais elle y monte et elle s'attaque aux compagnons du héros, les bat, leur découpe à chacun une lanière dans le dos, puis disparaît. Le héros à son tour lui découpe 3 lanières dans le dos. Elle retourne sous terre et le héros la suit, la pourchassant. Là, il rencontre la fille de la Baba Yaga. C'est une jeune fille qui demande au héros de l'emmener avec elle et lui explique comment se débarrasser de sa mère. Il y a opposition mère-fille. Les sévices subis par les compagnons du héros, puis par la Baba Yaga, font penser à un rite d'initiation. Donatrice. Le héros, qui peut être un personnage féminin, parvient chez la Baba Yaga, qui dans ce cas vit dans une petite isba de la forêt. Là, il est soumis à un interrogatoire ou à des épreuves. Il doit prouver sa valeur, et en récompense reçoit un objet magique ou de bons conseils qui vont lui permettre de continuer sa route et de parvenir à ses fins. La petite isba montée sur pattes de poule tourne sur elle-même. Il faut savoir la formule pour l'arrêter de tourner devant soi. À la lisière d'une sombre forêt, il aperçut une petite isba montée sur pattes de poule. Petite isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté. L'isba se retourna. Comme l'isba, l'interrogatoire a un aspect figé, fait de formules toutes faites. Eh bien, vaillant gaillard, l'épreuve, tu la cherches ou tu la fuis? Le héros sait ne pas se décontenancer. Il sait répondre. Il réclame d'abord à boire et à manger, puis il explique le but de sa recherche. Ceci adoucit la patronne de l'isba. Elle lui fait des cadeaux et lui prodigue des conseils. Elle donne un cheval, un faucon, moyen de traverser vers l'autre royaume, mais aussi une pelote, une boule qui en roulant montre le chemin et ont la même fonction. Les cadeaux de la Baba Yaga sont essentiellement liés au déplacement d'un monde à l'autre. Mais la Yaga peut faire aussi cadeau d'un crâne, qui va permettre à l'héroïne de se débarrasser de ses ennemis. Gardienne du royaume des morts. Vladimir Prop a analysé en détail cet aspect du personnage. Dans le conte La princesse ensorcelée, il est dit « On ne voyait là qu'une isba perdue, derrière, pas une route, rien que les ténèbres les plus épaisses. » La maisonnette est souvent représentée comme trop petite pour son occupante, parfois sans porte ni fenêtre, ce qui pour Prop peut faire penser à un cercueil.
Une formule rituelle présente la Baba Yaga, le nez fiché dans le plafond. Selon le cas, la maisonnette peut se trouver près de l'onde noire. Mais généralement elle se trouve à l'intérieur ou en bordure d'une forêt, sombre et impénétrable. La Baba Yaga elle-même morte, d'où sa jambe d'os, est la gardienne du royaume des morts. La petite isba qu'il faut faire tourner est un poste frontière, tourné d'un côté vers le monde des vivants, de l'autre vers le monde des morts, ou l'autre royaume. Parfois la maisonnette tourne sur elle-même, mais plus souvent encore c'est le héros, ou l'héroïne, qui lui ordonne de se tourner dos à la forêt, face à lui ou elle. Maîtresse de la forêt et des bêtes sauvages. Elle a sur les bêtes sauvages un pouvoir sans borne. Dans le conte La Belle des Belles, elle a des émissaires qui sillonnent le monde. Les premiers d'entre eux, ce sont les bêtes des bois. Les seconds, les oiseaux du ciel. Les troisièmes, les poissons et les bêtes aquatiques. Toutes les créatures du monde lui sont soumises. Ainsi, c'est la femme, la mère, la vieille, qui est souveraine. Cette caractéristique est liée à la forêt, à la chasse et à un système social où la femme est mère sans mari. Andreas Jones relativise toutefois la pertinence de cet aspect, démontrant que souvent dans les contes pris en exemple par propre, le personnage concerné soit n'est pas nommé Baba Yaga, soit ne possède pas ses attributs traditionnels. UVB 76. UVB 76 était l'indicatif d'une station de radio onde courte, remplacée en septembre 2010 par l'indicatif MDZHB, puis en septembre 2015 par l'indicatif ZHUOZ. La station émet généralement sur la fréquence 4625 kHz, fréquence non répertoriée pour les radios amateurs en mode USB. Elle transmet un bourdonnement environ 25 fois par minute toute la journée. Elle est en activité presque sans interruption depuis les premières émissions entre 1976 et 1982. De par le son entendu, cette station a reçu le surnom de The Buzzer. En 2024, le rôle de la station n'est toujours pas connu du grand public. Localisation. L'émetteur serait situé à Povarovo, en Russie, à mi-distance entre Zelenograd et Solnechnogorsk. Je vous mettrai le nom au montage parce que là, c'est imprononçable. Et à 40 km au nord-ouest de Moscou, près du village de Lochki. La localisation précise de l'émetteur prête régulièrement à débat. Transmission. Aujourd'hui, la station émet un bourdonnement qui dure 1,2 secondes, suivi d'un silence de 1,3 secondes, 23 fois par minute. Par le passé, on pouvait entendre, 1 minute avant chaque heure pleine, et en remplacement du bourdonnement, un son continu qui durait 1 minute avant la reprise du bourdonnement. Entre 7h et 7h50 UTC, la station émettait avec une puissance moindre. Des conversations distantes et des bruits divers peuvent parfois être entendus en arrière du bourdonnement, ce qui suggérerait que le son est émis via un microphone. En 3 occasions au moins, le 24 décembre 1997, le 12 septembre 2002 et le 21 février 2006, le signal a été remplacé par un message vocal. Les voix employées souffraient d'une forte distorsion qui rendait leur message difficilement compréhensible. Après ces émissions, le bourdonnement a repris. Les messages débutant par l'indicatif de la station ont permis de connaître celui-ci. Alors que les messages vocaux étaient rares, depuis septembre 2010, l'activité a considérablement augmenté pour atteindre pratiquement un message par jour. Parfois, plusieurs messages sont envoyés le même jour. Ceci coïncide avec le moment du changement d'indicatif de la station. La transmission a déjà été interrompue plusieurs fois. En 2010, cela est arrivé une douzaine de fois, parfois pendant seulement quelques heures, parfois pendant plusieurs jours, comme en septembre, octobre et décembre 2010. Je vous mettrai au montage un mémo vocal, c'est l'enregistrement de UVB 76, qui dure environ 10 secondes, comme il a été entendu en Finlande du Nord en 2002.
Et je vous mettrai également la liste des messages émis par UVB76. Équipement. La station utilise des émetteurs Molniya 2M PKM15 et Molniya 3 PKM20, ainsi qu'un émetteur de secours Viaz M2. La puissance de l'émission est d'environ 10 kW. Entre 7h et 7h50 UTC, elle est de 2,5 kW. Le modèle d'antenne est un dipôle horizontal VGD-SH Nadenenko d'une hauteur d'environ 20 mètres. Utilité. En 2022, l'utilité de la station n'est pas divulguée et les spéculations sont nombreuses. D'un analogue d'une station de nombre à des fins d'espionnage à la transmission d'un signal de veille automatique. Une autre utilisation possible serait le mesurage constant des propriétés dynamiques de l'ionosphère. La fréquence et l'utilisation à long terme des mêmes bips sont parfaitement bien adaptées à cet usage et ont déjà été utilisées dans le cadre de recherches scientifiques. Il n'est pas clair pourquoi il pourrait être nécessaire de faire ceci en secret et en quoi cela serait utile à l'armée ou au gouvernement russe. Mais cette théorie n'est pas rendue désuète par la technologie moderne et offre une explication raisonnable de l'utilisation ininterrompue sur des années des mêmes bips sur la même fréquence, ainsi que la synchronisation temporelle à chaque heure. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. À ce jour, j'ai fait 9 légendes urbaines, 3 sur l'Amérique, 3 sur le Japon et 3 cette semaine sur la Russie. Dites-moi en commentaire lesquelles de ces légendes vous ont plus plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ces légendes urbaines russes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.